Avant les vacances, je vous avais demandé par sondage quelle vidéo vous intéressait le plus pour la rentrée, et ce qui est ressorti loin devant le reste, c'est les analyses de potabilité de l'eau. Dans cette vidéo, on va donc voir brièvement ce que c'est au juste que la potabilité d'une eau, quels sont les critères qui font qu'une eau est potable ou pas, et puis dans un second temps, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir comment concrètement on peut tester une eau pour savoir si oui ou non elle est potable. Comment on fait ça chez soi dans sa cuisine. Il existe des laboratoires qui peuvent faire ces analyses pour vous, et si vous vous installez sur un lieu et que vous souhaitez boire une eau d'une source précise, alors je vous conseille de commencer par faire une analyse de laboratoire parce qu'elle sera beaucoup plus complète et beaucoup plus précise que ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Dans la pratique, si vous voulez être autonome en eau, alors vous ne pourrez pas demander à un laboratoire d'analyser votre eau toutes les semaines, parce que c'est trop et ça coûte trop cher. Or l'eau, comme on va le voir dans cette vidéo, il faut la tester tout le temps. Ne serait-ce qu'avec des tests très simples qui ne prennent que quelques secondes, comme l'observation de la turbidité ou la mesure du pH. Donc les laboratoires, c'est très bien, et encore une fois, je vous invite à utiliser leurs services, mais là, on va parler de la situation où on ne passe pas par un laboratoire, mais où on fait les analyses soi-même dans sa cuisine. Mais en fait, j'ai envie de dire, ça devrait être monsieur et madame tout le monde qui vérifie la qualité de son eau. Vous devriez, chez vous, vérifier la potabilité de l'eau de votre robinet, parce qu'il y a des régions de France dans lesquelles l'eau du robinet n'est pas potable. Soit pour cause de nitrates, soit pour cause de pesticides, soit à cause de vieilles canalisations en plomb, ou pour toutes sortes d'autres raisons. La première chose dont on va parler, donc, c'est la notion de potabilité. Pour faire court, une eau potable est une eau propre à la consommation humaine, ce qui veut dire qu'elle ne présente aucun danger pour votre santé. Le danger principal de l'eau non potable est celui de la transmission de maladies dites hydriques. Les maladies hydriques sont causées par la consommation d'eau contaminée par des excréments animaux ou humains qui contiennent des micro-organismes pathogènes. Le choléra, la typhoïde, la poliomyélite ou encore l'hépatite, par exemple, se transmettent toutes par l'eau. Si vous attrapez une maladie hydrique, vous pouvez vous en tirer avec une simple diarrhée, mais vous pouvez aussi en mourir. Certains parasites vivant dans l'eau peuvent également infecter les humains. C'est le cas par exemple du schistosome. Le schistosome, c'est un ver qui vient se loger à l'intérieur des intestins humains pour y pondre ses œufs. Sa présence dans l'organisme est la cause d'une maladie parasitaire, la bilharziose, dont les conséquences peuvent être mortelles. On trouve ce ver en Corse, mais pas plus au nord. La plupart de ces parasites prospèrent sous des climats chauds et la France métropolitaine est relativement épargnée. Ces deux sources de contamination, les micro-organismes pathogènes et les parasites, elles existent depuis la nuit des temps. Mais il faut à présent en ajouter une nouvelle qui n'existait pas du temps de nos ancêtres, c'est la pollution, causée aussi bien par l'agriculture que par l'industrie. Alors ce sont deux pollutions de nature différente. Les principales sources de pollution agricole sont les pesticides et les nitrates. Les pesticides sont des poisons fabriqués pour tuer des animaux ou des plantes, donc j'imagine que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi en consommer est mauvais pour la santé. Les nitrates sont beaucoup moins nocifs, mais il est néanmoins possible que leur consommation soit la cause de certains cancers, ce qui n'est pas tout à fait négligeable non plus. Les activités industrielles rejettent également énormément de polluants dans l'eau. Les industries chimiques, électriques et métallurgiques sont plus particulièrement responsables de ces pollutions. Par ailleurs, certaines stations de traitement des eaux usées collectent des eaux polluées par des résidus chimiques qu'elles ne sont pas équipées pour traiter. Ça peut être des solvants chlorés qui viennent des pressings ou bien des liquides de frein par exemple. Ces polluants, qui n'ont pas été traités parce que les stations d'épuration ne sont pas conçues pour les traiter, eh bien ils se retrouvent directement dans la nature et donc dans l'eau que vous allez potentiellement consommer. L'eau potable, c'est quoi donc ? Eh bien, c'est une eau dans laquelle vous ne trouvez rien de tout ce que je viens de vous dire. Si une eau ne contient aucun des contaminants que je viens de citer, alors vous pouvez considérer qu'elle est potable et que vous pouvez la boire sans danger. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner un par un la présence de chacun des contaminants potentiels qui peuvent rendre une eau non potable à l'endroit où on se trouve. Et c'est ça le paramètre numéro 1 à examiner, l'endroit où se trouve la source dont on veut savoir si oui ou non elle est potable. Avant même de regarder l'eau, il faut regarder le contexte et observer le lieu. Ça va nous donner une indication des risques parce que les risques varient d'un lieu à l'autre. Si on est en Bretagne par exemple, il faudra surveiller plus attentivement les niveaux de nitrates et de nitrites. Si on est en Gironde, il faudra surveiller les pesticides. Et si vous êtes en ville dans un immeuble ancien, il faudra peut-être que vous contrôliez la présence éventuelle de plomb. Et de la même manière, les choses plus ou moins sensibles vont varier comme ça d'un endroit à l'autre en fonction des spécificités du contexte. Donc c'est la première chose à regarder, quel est le contexte, c'est-à-dire quels sont les contaminants potentiels auxquels l'eau peut être exposée. Ensuite, dans un second temps, quand on a obtenu une lecture générale des contaminants potentiels présents, on peut commencer à classer les types de contamination dans un calendrier. Parce qu'on sait que tel type précis de contamination peut survenir à tel moment précis de l'année. Par exemple, après le passage des pesticides dans les champs par les agriculteurs, c'est un moment de l'année où il faut faire des analyses de présence de pesticides dans l'eau qu'on prélève.
C'est pareil après qu'il y ait eu des inondations et que les eaux aient été en contact avec des excréments ou des cadavres d'animaux. À ce moment de l'année, ce qui est important, c'est le risque de contamination bactérienne. Donc à ce moment-là, il faut faire des tests bactériens. Et à ce moment-là, il faut aussi faire, soit dit au passage, des tests de pesticides, parce que quand les eaux ruissellent sur les sols, elles amènent avec elles les pesticides dans les cours d'eau. En résumé, le contexte prime sur tout le reste. Il faut faire certains types d'analyses à certains endroits, à certains moments. Alors la question, c'est quelles analyses et pour déterminer quoi au juste? Les critères de potabilité de l'eau sont définis par l'arrêté du 11 janvier 2007 sur la qualité des eaux de boisson, c'est-à-dire les eaux que l'on peut boire sans qu'elles nous rendent malades, voire qu'on en meure. Ces critères sont à peu près 70 et je vous invite à les consulter en détail sur le site Légifrance. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Alors il existe aussi d'autres critères de potabilité que les critères français, comme par exemple ceux de l'OMS. Mais bon, comme les critères français sont les plus adaptés à la France, aussi bien pour la métropole que pour les territoires d'outre-mer, je pense que ça couvrira un très large espace géographique sur Terre, donc on dira que par convention, les critères de référence que l'on retiendra dans cette vidéo seront les critères français, établis par l'arrêté du 11 janvier 2007 sur la qualité des eaux de boisson. Alors pour chacun de ces critères, on va trouver dans l'arrêté la valeur maximale de chaque contaminant qui est acceptable pour qu'une eau soit considérée comme potable. Par exemple, comme vous le voyez pour les sulfates, le maximum c'est 250 mg par litre. Donc lorsque l'on teste la présence de sulfate d'une eau, eh bien on considérera que si elle dépasse 250 mg par litre d'eau, alors l'eau ne sera pas considérée comme potable. Et on fait de même comme ça pour chacun des critères, un par un, en choisissant les critères que l'on teste ou pas en fonction du contexte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en revient toujours au contexte. Les premiers de ces critères peuvent être contrôlés sans aucun équipement, à partir d'une simple observation visuelle des caractéristiques physiques de l'eau. Et la première de ces caractéristiques, c'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran là en ce moment, c'est la quantité de lumière qui traverse l'eau. On appelle cela la turbidité. La turbidité d'une eau est causée par la présence de particules en suspension dans l'eau. Ces particules peuvent être de nature organique, comme des bactéries, ou bien inorganique, comme un contaminant chimique par exemple, ou bien encore un mélange des deux, c'est-à-dire à la fois des contaminants organiques et des contaminants inorganiques. La présence de boue ou d'argile dans l'eau a bien évidemment une influence importante sur la turbidité d'une eau. Plus une eau est claire et plus sa turbidité est faible. Et il y a une corrélation directe entre le niveau de transparence d'une eau et son degré de contamination potentielle. Plus une eau est sale, moins elle laisse passer de lumière, et plus elle a une probabilité élevée d'être contaminée. La turbidité d'une eau est importante à mesurer car elle peut avoir une incidence sur le processus de décontamination de l'eau qu'on va utiliser. Si vous utilisez un filtre à charbon, comme le filtre Berquet, alors la présence de particules dans votre eau, quelle qu'en soit la nature, va provoquer des dépôts sur vos filtres, et donc diminuer la durée de vie de vos filtres. Si vous utilisez du chlore pour désinfecter votre eau, alors il faudra ajuster la quantité de chlore que vous utiliserez à la turbidité de votre eau. Et si vous utilisez des ultraviolets pour désinfecter votre eau, alors la présence de particules en suspens et le fait que la lumière traverse mal votre eau à cause des particules en suspens peut diminuer, voire même dans certaines situations annihiler complètement l'effet des ultraviolets. Alors la turbidité, on l'observe déjà comme ça, en regardant l'eau à la lumière pour mesurer son degré de transparence. On peut aussi utiliser des tubes à mesure de turbidité qui sont un moyen simple de mesurer la turbidité d'une eau. C'est un outil durable parce qu'il ne nécessite aucune source d'énergie et qu'on peut le réutiliser à l'infini. On peut également utiliser des appareils électroniques qui ont l'avantage d'être plus précis dans leurs résultats et qui ont les inconvénients d'être plus chers, de nécessiter de l'électricité pour fonctionner et de ne pas être réparables facilement en cas de dommage. Il y a un autre critère de potabilité que l'on peut observer sans outil, c'est l'odeur de l'eau. Elle doit être acceptable et ne rien présenter d'anormal. Dit autrement, si une eau sent quelque chose, si elle a une odeur, alors c'est probablement qu'il y a un problème quelque part et qu'il est préférable de ne pas la boire. Enfin, l'arrêté du 11 janvier 2007 définit la saveur de l'eau comme un paramètre de potabilité. Autrement dit, le goût de l'eau est lui-même un indice que quelque chose peut poser problème avec une eau. Et donc, si le goût est suspect, alors cela suffit à mettre en doute la potabilité d'une eau. Après avoir observé la couleur, la turbidité, l'odeur et éventuellement le goût, on va commencer les analyses à proprement parler. Et les deux premières questions qui se posent, c'est où et comment effectuer le prélèvement. En fonction des contaminants que l'on va chercher, eh bien on va observer des taux de contamination différents en fonction du lieu sur lequel on va effectuer le prélèvement. Par exemple, si vous effectuez un prélèvement à la source de votre eau, ou bien au contraire tout en bout de course sur l'un des points d'utilisation de l'eau, comme chez moi ce serait mon lave-mains en faïence par exemple, eh bien on ne va pas avoir les mêmes contaminants en fonction de tout un tas de paramètres. D'abord, comment est-ce que l'eau a été transportée? Parce qu'une eau peut être contaminée pendant son transport, mais aussi comment elle est stockée, comment elle a éventuellement été décontaminée,
Et puis finalement, comment elle a été utilisée? Eh bien, on va voir des choses différentes, on va observer des types de contamination différents à ces différents moments. Alors si on prend un exemple simple avec le pH de mon eau après que j'y ai mis du savon et que je me sois lavé les mains dedans ne sera plus le même que celui de l'eau au moment où l'eau jaillit de la source. Donc si je fais un test de pH sur l'eau que je verse sur mes fleurs pour les arroser après m'être lavé les mains dedans, eh ben je n'aurai pas le même pH sur cette eau-là que si je faisais mon test de pH à la source sur mon point de prélèvement. Dans cette vidéo, on va prendre l'exemple d'un prélèvement que je fais directement à la source, d'une source dont on va analyser l'eau ensemble pour savoir si oui ou non elle est potable et donc si on peut la boire sans tomber malade. Mais encore une fois, ça me dira juste que l'eau est potable à cet endroit-là. À l'endroit où jaillit l'eau, elle est potable, mais elle pourra tout à fait avoir été contaminée, par exemple pendant le transport, ou pendant le stockage, ou à toutes sortes d'autres occasions en fait. Alors il ne faut surtout pas effectuer le prélèvement n'importe comment, parce qu'il y a un risque de contamination lors du prélèvement si vous n'êtes pas assez minutieux. Par exemple, si vous cherchez à détecter la présence de coliformes dans une eau et que vous faites votre prélèvement peu de temps après être allé aux toilettes avec des mains contaminées, alors vous risquez de contaminer vous-même l'eau que vous allez prélever. Et si vous détectez les coliformes lors de l'analyse, ils ne viendront pas de l'eau, mais de vous. Il faut donc bien se laver les mains et avoir une hygiène parfaite lorsqu'on effectue le prélèvement. Je rince abondamment la bouteille dans laquelle je recueille mon prélèvement. Là, j'utilise cette technique parce que je suis à une source, mais il faut utiliser une technique différente en fonction du lieu de prélèvement. Par exemple, un autre type de prélèvement, ça peut être un robinet dans une cuisine, auquel cas il faut laisser couler l'eau un peu avant de faire le prélèvement. Et aussi faire attention à ne pas mettre de l'eau chaude pour ne pas fausser le résultat, parce qu'en règle générale, l'eau chaude est conservée dans un contenant différent, et que, en fait, si vous détectez une contamination en ayant mélangé votre eau avec de l'eau chaude, la source de votre contamination, ce sera peut-être spécifiquement la tuyauterie d'eau chaude. Donc si vous voulez tester la potabilité de l'eau de votre robinet, ne faites couler que de l'eau froide. Un autre lieu de prélèvement, ça peut aussi être une rivière, par exemple. Dans ce cas, pour éviter la contamination, on évite de prendre la couche de surface. Et il faut prélever l'eau en orientant l'ouverture de la gourde dans le sens du courant. Une fois que le prélèvement a été effectué, il faut faire attention à la température, parce que si la température n'est pas adaptée, les bactéries peuvent mourir. Si vous faites l'analyse immédiatement après le prélèvement, à moins d'être dans des conditions particulières, vous n'avez pas à vous préoccuper de la température. Mais si vous devez attendre trop longtemps avant de faire les analyses, alors il est préférable de conserver l'échantillon que l'on veut analyser au frais. Dans l'idéal, à des températures comprises entre 2 et 10 degrés Celsius, au frigo par exemple. Il faut également essayer de faire les tests le plus vite possible après le prélèvement, si possible le jour même, parce que si on attend plus de 24 heures, alors le résultat des analyses microbiologiques peut être faussé. La quasi-totalité de l'équipement que vous allez me voir utiliser dans cette vidéo sont des dispositifs très simples d'usage qui ne nécessitent pas d'électricité et qui sont en règle générale d'un niveau technologique bas. Il va y avoir quelques exceptions, mais je vais en parler en détail un peu plus loin dans la vidéo. Ce que l'on va utiliser dans l'immense majorité des cas, ce sont des réactifs avec lesquels on teste l'eau pour déterminer la présence et la quantité d'un contaminant donné. Ces réactifs peuvent se présenter sous deux formes. Il y a d'abord des réactifs que l'on ajoute à l'eau pour la faire changer de couleur en fonction de la présence ou non du contaminant que l'on veut détecter. Et on utilise aussi des bandelettes en papier que l'on trempe dans l'eau à analyser pendant une durée précise. Dans les deux cas, le but est d'obtenir un changement de couleur qui indiquera la présence ou l'absence du contaminant. Le principe est simple, on lit sur un comparatif colorimétrique quelle est la couleur la plus proche du résultat que l'on a obtenu, et cette couleur nous indique la concentration du contaminant dont on cherche à déterminer la présence. Vous trouverez tous ces équipements facilement sur Google, donc allez faire vos recherches, comparez les prix, voyez ce qui correspond le plus à ce dont vous avez besoin. Mais pour ceux qui veulent spécifiquement les équipements identiques à ceux que j'utilise ici dans cette vidéo, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. On va commencer par le premier des tests et le plus important de tous, c'est celui de la présence de bactéries pouvant nous transmettre des maladies hydriques. Parce que c'est la menace la plus immédiate avec une eau. Avant même de savoir si elle vous donnera le cancer dans 20 ans, il faut savoir si elle vous donnera la diarrhée dans 2 jours. Il y a des moments et des situations plus particulières dans lesquelles il faut effectuer les tests bactériens, et la première de ces situations, comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, c'est quand il y a eu des inondations. Je vous avais déjà fait une vidéo entièrement consacrée au sujet des inondations, donc je ne vais pas non plus revenir là-dessus, mais je vous mets un résumé en 30 secondes de ce que je vous disais dans cette vidéo. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo consacrée à l'eau potable, lorsqu'il pleut comme ça, en règle générale, l'eau des sources ou des lavoirs ne va plus être potable. Vous ne pourrez donc plus la boire.
C'est la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Je n'ai plus accès à l'eau potable, en fait. Si comme moi, vous buvez de l'eau de source, alors c'est un peu paradoxal, mais c'est dans ces moments où il y a des tonnes d'eau qui tombent du ciel que vous ne pourrez plus boire l'eau que vous buvez habituellement. Avec la pluie, les eaux deviennent boueuses et aussi elles entrent plus facilement en contact avec des excréments ou des cadavres d'animaux qui la contaminent et la rendent impropre à la consommation. Par principe, il faut donc éviter de la boire dans ces circonstances. Si vous avez un doute, même un léger doute, alors analysez votre eau pour déterminer sa potabilité. De la même manière, il faut également chercher la présence de bactéries si on observe une source de contamination potentielle autour de la source. Dit autrement, si vous voyez qu'il y a des excréments animaux pas loin de la source, faites des tests. Ou même tout simplement en cas d'infection par un membre de la famille ou du clan, si ça arrive, alors il faut vérifier si ça vient de l'eau. Je vais vous montrer deux tests de bactéries différents. Les deux reposent sur le même principe, c'est-à-dire l'ajout d'un réactif à l'eau que l'on va tester, qui fait changer l'eau de couleur en fonction de s'il y a des bactéries ou pas. Le premier test, c'est ce système un peu chiant à utiliser, mais très efficace que vous voyez là à l'image. Il fonctionne avec un système de vis qui force le passage de l'eau à travers un filtre, puis on verse l'eau obtenue dans un tube contenant le réactif, et on lit le résultat obtenu 30 minutes plus tard. Si c'est rose, ça veut dire que l'eau ne présente pas de risque bactérien. Si c'est violet, ça veut dire que l'eau est contaminée. Et si c'est blanc, ça veut dire que l'eau est hautement contaminée. Là, vous voyez, c'est rose, donc ça veut dire que cette eau ne présente pas de risque bactérien. J'utilise aussi ce test qui est plus simple d'usage. On remplit le flacon de l'eau que l'on veut tester. On le secoue vigoureusement pendant environ 20 secondes. Puis on laisse le flacon debout, à un endroit chaud, dans l'idéal à une température comprise entre 20 et 30 degrés Celsius. Et on patiente 48 heures. C'est le gros inconvénient par rapport à l'autre test. Avec l'autre, on a le résultat en 30 minutes, donc si on a besoin de savoir si on peut boire l'eau d'une source ou l'utiliser pour préparer le repas, on ne va pas attendre 48 heures pour avoir la réponse, on peut l'avoir en 30 minutes. Mais avec ce test, donc, c'est 48 heures, et par conséquent, 48 heures plus tard, on peut lire le résultat. Si c'est violet, c'est négatif, ça veut dire qu'il n'y a aucune présence de bactéries dans l'eau. Là où vous voyez, c'est ce que j'ai obtenu avec ce prélèvement, donc ça veut dire que cette eau ne présente pas de risque bactérien. Mais il m'est arrivé d'avoir un positif avec ce test. C'était il y a quelques mois, après que j'ai observé une source de contamination potentielle, et là, vous le voyez à l'image, c'est jaune. Donc c'est positif, et ça veut dire qu'il y a un risque de présence de bactéries nocives dans cette eau. Donc là, cette eau, cette eau, elle n'est pas potable, et il ne faut surtout pas la boire. Après s'être intéressé à la présence de contaminants bactériens, on va ensuite s'intéresser aux caractéristiques plus physiques de l'eau. Qu'est-ce qui la compose? Parce que l'eau qu'on boit, c'est pas de l'eau pure. Il y a toutes sortes de composants non organiques dedans. Donc la question c'est, est-ce que parmi ces composants, il y en a dont la présence rend l'eau non potable? Et d'une manière plus large, est-ce que cette eau a des caractéristiques physiques qui la rendent impropre à la consommation humaine? La première des caractéristiques physiques d'une eau, c'est son pH. Le pH, c'est l'abréviation de potentiel hydrogène. C'est la mesure de l'activité de l'ion hydrogène dans une solution. Une eau parfaitement pure va contenir la même quantité d'ion hydronium H3O+, et d'ion hydroxyde HO-. On dit alors qu'elle est neutre. En revanche, si elle contient plus d'ion hydronium, alors elle sera acide, et si elle contient plus d'ion hydroxyde, alors elle sera basique. Donc les scientifiques se sont dit que mesurer la quantité d'ion hydronium et hydroxyde était une bonne façon de déterminer si une eau est acide, neutre ou basique. Et donc par convention, le pH est aujourd'hui devenu un indicateur de l'acidité d'une solution. Le pH est une grandeur sans unité. On a décidé par convention que le pH d'une solution serait numéroté de 0 à 14 avec un pH neutre de 7 donc. Et par conséquent, tout ce qui est inférieur à 7 est acide et tout ce qui est supérieur à 7 est basique. L'arrêté du 11 janvier 2007 définit le pH de l'eau comme un paramètre de potabilité. Selon cet arrêté, pour qu'une eau soit potable, alors son pH doit être compris entre 6,5 et 9. Mais c'est une spécificité française, si je puis dire. L'Organisation mondiale de la santé considère qu'aucune valeur de pH n'est à prendre en compte dans l'évaluation de la potabilité d'une eau. Contrairement à la France, donc, l'OMS estime que le pH n'est pas un paramètre de potabilité. Par contre, il recommande néanmoins de mesurer le pH et de le prendre en compte comme un paramètre opérationnel lorsque l'on cherche à s'assurer de la qualité d'une eau. Donc en résumé, pour la France, il faut mesurer le pH parce que c'est un paramètre de potabilité, et pour l'OMS, il faut le mesurer, mais ce n'est pas un paramètre de potabilité. Donc dans les deux cas, il faut le mesurer en fait, et donc je vous conseille de le faire, que vous soyez français ou pas. De toute façon, le pH doit également être surveillé dans un souci de durabilité de vos installations et pour éviter que les conduits et les canalisations ne soient attaqués par la corrosion. Parce que la corrosion des canalisations peut en soi être une source de contamination de l'eau que l'on consomme.
Il existe plusieurs moyens différents de tester le potentiel hydrogène d'une solution. J'en utilise moi-même plusieurs, mais celui que j'utilise le plus souvent, c'est celui que vous voyez à l'image. Ce truc, c'est un pH-mètre électronique. J'en possède 2 différents. J'ai celui-là et j'en ai un autre plus petit, jaune, parce que j'aime bien toujours avoir un plan B en fait. Mais bon, mon plan A, vous le voyez à l'image, il vaut une quinzaine d'euros, donc moi ça me va bien parce que ça correspond à mes budgets radins, et puis aussi parce que je peux l'utiliser de façon autonome. Ce truc ne nécessite aucun consommable à racheter à chaque fois qu'on veut faire un test, donc ça me permet d'être autonome pour mes mesures de pH. Un pH mètre, on l'achète une bonne fois pour toutes, et puis on peut l'utiliser après autant de fois qu'on veut. Et puis il est alimenté par une pile que je peux recharger avec mes panneaux solaires, donc même si tous les magasins étaient fermés et que je pouvais plus acheter aucun consommable, je pourrais toujours continuer à m'en servir. C'est juste parfait pour mes usages ce truc donc. Il existe une large variété de pH mètres différents, mais ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il est simple d'usage et aussi qu'il permet de mesurer la présence de chlore dans l'eau. Il fait donc 2 choses, il mesure à la fois le pH et le chlore. Là vous voyez, j'ai un pH de 7,3, donc on a un pH compris dans les normes de l'arrêté du 11 janvier 2007, et donc on peut considérer que le pH de cette eau ne la rend pas impropre à la consommation humaine. Là vous me voyez utiliser une autre méthode pour mesurer le pH. Ce sont des bandelettes que l'on trempe dans l'eau pour obtenir une réaction qui permettra de déterminer le pH par comparaison colorimétrique avec un référentiel. Bon, en résumé, comme vous le voyez, le pH de cette eau est dans les normes françaises de potabilité. La dureté indique le niveau de minéralisation d'une eau, et pour être plus précis, elle indique la présence de 2 minéraux en particulier, le calcium et le magnésium. La dureté sert donc à mesurer si une eau est calcaire. Elle n'est pas considérée comme un paramètre de potabilité par l'arrêté du 11 janvier 2007, mais je vous en parle quand même parce que c'est un indicateur important qui doit être mesuré si on veut être autonome sur son eau. D'abord parce que sans pour autant rendre l'eau non potable, eh bien le calcaire a un effet néfaste sur la peau humaine. Il l'assèche et peut parfois provoquer des complications comme des démangeaisons, voire des trucs plus sérieux. Par ailleurs, plus une eau est dure et plus vous aurez besoin d'utiliser de savon pour nettoyer. Cela augmente donc vos besoins en production de savon. Et donc c'est un paramètre à prendre en compte si vous voulez être autonome. Le calcaire diminue également la souplesse des tissus et des fibres textiles et donc il peut faire perdre la douceur de votre linge. En outre, avec le temps, il opacifie les couleurs qui peu à peu vont s'estomper. Enfin, les calcaires sont des roches sédimentaires composées de calcium et de magnésium et donc le calcaire peut aussi boucher les canalisations. Donc en résumé, si une eau a une dureté trop élevée, alors il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau. Parce que la dureté de l'eau va affecter l'ensemble de votre système. La toilette et la douche, la quantité de savon à produire, la qualité du linge après la lessive, la durabilité des canalisations. Bref, ça touche plein de domaines qui ne relèvent pas de la potabilité à proprement parler, mais qui sont néanmoins des critères de survie sur le long terme. Pour mesurer la dureté, c'est comme pour le pH, il existe des outils de mesure électronique. Moi j'en avais un, mais je l'ai perdu dans la mer Méditerranée en essayant de tourner pour vous une vidéo que vous ne verrez jamais. Et donc depuis cet été, je fais mes tests de dureté avec les bandelettes réactives que vous voyez à l'image. C'était mon plan B, avant que je ne perde mon appareil électronique, et donc c'est devenu mon plan A. C'est très simple à utiliser, on émerge la bandelette dans un échantillon d'eau pour une durée de 5 secondes, puis on maintient la bandelette à l'horizontale pendant 20 secondes. Et on peut ensuite lire le résultat en comparant les couleurs sur le tableau. Là vous voyez, la dureté de cette eau nous indique qu'elle est douce, c'est-à-dire qu'elle n'est pas calcaire. Contrairement à la dureté, eh bien le chlore, lui, est défini comme un paramètre de potabilité par la loi française. Mais par contre, il n'y est fait mention d'aucune mesure précise, il est juste indiqué que l'eau ne doit pas présenter une odeur de chlore ou avoir une saveur désagréable quand on la goûte. Et cette façon de voir les choses, c'est pertinent pour une raison biologique, parce que, en fait, le meilleur détecteur de chlore disponible, c'est l'être humain. Puisque notre odorat et notre goût sont capables de détecter des concentrations de 5 mg de chlore par litre d'eau. Certains humains sont même capables de détecter des concentrations beaucoup plus basses. Les chercheurs ont étudié des cas d'humains qui arrivent à détecter des concentrations de 0,3 mg de chlore par litre d'eau. Donc on est sur des dosages extrêmement faibles là. Et donc en résumé, pour détecter le chlore, faites confiance à votre odorat et à votre goût. Le chlore est utilisé comme un désinfectant et donc on en trouve dans tous les endroits où l'être humain veut des eaux propres. Vous en trouverez dans les piscines par exemple, mais aussi dans l'eau du robinet que vous buvez et avec laquelle vous vous lavez. Pour mesurer le chlore, on peut utiliser l'appareil que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un peu chiant à utiliser parce qu'il faut le calibrer, mais bon, ça marche très bien, c'est juste que c'est pas simple et que j'aime pas les choses pas simples. Donc pour mesurer le chlore, moi j'utilise les mêmes bandelettes réactives que pour la dureté. Alors c'est pareil, on émerge la bandelette dans l'échantillon d'eau pour une durée de 5 secondes, puis on maintient la bandelette à l'horizontale pendant 20 secondes, et on peut ensuite lire le résultat en comparant les couleurs sur le tableau.
Là, vous voyez, on a une absence totale de chlore, ce qui est normal, puisque c'est de l'eau de source et pas de l'eau du robinet. Dans l'eau du robinet, il y a du chlore, mais dans l'eau de source, il n'y a personne qui va rajouter du chlore normalement, donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Et puis encore une fois, je le rappelle, mais le chlore, c'est à l'odeur et au goût qu'on le détecte. On peut détecter le chlore en sentant l'eau ou en la goûtant. Donc pour le chlore, faites confiance à vos sens humains. Si vos sens détectent quelque chose qui vous semble anormal, vous n'avez pas besoin de faire des tests pour vous dire qu'il y a quelque chose d'anormal et que vous ne devez pas consommer l'eau. Si une eau sent le chlore, alors ne la buvez pas. Le nitrate, NO3-, est un nutriment important des plantes. Elles s'en nourrissent en fait. Alors il faut savoir que les taux de nitrate vont varier différemment dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines. Les eaux de surface peuvent subir des variations de taux de nitrate parfois très rapides, parfois même en quelques jours, alors que le taux de nitrate des eaux souterraines va varier très lentement, parfois ça va prendre plusieurs années. L'arrêté du 11 janvier 2007 définit la quantité de nitrate et de nitrite comme un paramètre de potabilité. La quantité de nitrate admise est limitée à 50 mg par litre et celle de nitrite est limitée à 0,50 mg. Mais comme le nitrate et le nitrite ont un effet combiné, eh bien l'arrêté estime également que la somme de la concentration en nitrate divisée par 50 et celle de la concentration en nitrite divisée par 3 doit être inférieure à 1. On a donc une triple limitation, la première sur le taux de nitrate, la seconde sur le taux de nitrite et la troisième sur la somme des deux. Du nitrate, on en absorbe tous les jours et on l'élimine naturellement par notre urine. Par contre, il faut garder à l'esprit que le nitrate a un effet cumulatif avec le nitrite. Il produit du nitrite dans notre corps et environ 20% du nitrate que nous absorbons est converti en nitrite, notamment par l'action des bactéries qui se trouvent dans notre bouche. Le nitrate peut provoquer la méthémoglobinie, c'est ce qu'on appelle le syndrome du bébé bleu quand ça arrive chez les très jeunes enfants. Et l'une des causes de ce syndrome, c'est un excès de nitrate donc. Plusieurs études épidémiologiques ont également établi un lien entre contamination au nitrate et certains cancers gastriques. Les cas de méthémoglobinie sont fréquents lorsque les gens s'approvisionnent dans des puits qui entrent en contact avec une source de nitrate. Cela peut être des toilettes ou une fosse septique, des engrais ou des excréments animaux. Si on a un puits, il faut donc être particulièrement vigilant à ce qui se passe autour du puits. Pour tester le nitrate et le nitrite, j'utilise des bandelettes réactives. Leur usage est simple, on immerge la bandelette pendant 5 secondes dans l'eau que l'on veut tester, puis on patiente 1 minute, et enfin on lit le résultat en comparant la couleur sur un tableau référentiel. Là vous voyez c'est bon, cette eau ne contient pas un taux de nitrate ou de nitrite qui la rende impropre à la consommation. J'utilise aussi d'autres bandelettes qui fonctionnent à peu près selon le même principe, et vous voyez on obtient le même résultat. Cette eau ne contient pas de taux de nitrate ou de nitrite qui pourrait la rendre non potable. Mis à part les nitrates et les nitrites, il y a un autre contaminant issu du vieux modèle agricole qui va rendre l'eau non potable, ce sont les pesticides. C'est une menace réelle et leur impact est particulièrement marqué dans certaines régions de France. Tout à l'heure, pour les nitrates, la Bretagne par exemple était plus particulièrement concernée. Pour les pesticides, ce sera la Gironde, l'Indre-et-Loire, la Somme et le Pas-de-Calais, et pas mal d'autres endroits en fait. Donc regardez sur une carte de France votre degré d'exposition en fonction du lieu où vous vivez. Encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la première chose à regarder, c'est le contexte. Les pesticides, c'est des trucs qui sont faits pour tuer, donc forcément, il ne faut pas s'étonner que ça tue en fait. Alors c'est encore trop tôt pour dire exactement quelle est l'importance de leur impact, parce que ça met des générations à se mesurer sur la santé, mais aussi sur la capacité de reproduction d'une génération à l'autre, et sur toutes sortes d'autres choses qui prennent du temps à mesurer. Le cancer, par exemple, il va mettre 20 ans à arriver, donc c'est pas quelque chose d'immédiat. Les pesticides sont par ailleurs des perturbateurs endocriniens, avec tous les effets qu'on connaît donc. On commence à avoir tout un tas de maladies dont on sait que leur apparition est liée aux pesticides, comme certains cas de leucémie par exemple, ou des cancers. Donc il faut surveiller la présence de pesticides, et il faut tout particulièrement le faire dans l'eau que l'on donne aux enfants ou aux femmes enceintes, parce que c'est des populations qui sont plus vulnérables. Le test que vous me voyez utiliser à l'écran utilise une bandelette réactive qui détecte les 2 pesticides les plus courants, ceux que vous avez le plus de chances de détecter, à savoir l'atrazine et le simazine. On effectue le prélèvement avec une pipette avec laquelle on remplit le fond du flacon, puis on met la bandelette dans le flacon en dirigeant vers le bas la petite flèche qui se trouve à l'extrémité de la bandelette. On patiente 10 minutes, puis on sort la bandelette du flacon et on lit le résultat. Si seule la ligne de gauche apparaît, ou bien si la ligne de gauche est plus foncée que la ligne de droite, alors ça veut dire que le test est négatif et la quantité de pesticides présente dans l'eau reste acceptable. En revanche, si la ligne de droite est plus foncée que la ligne de gauche, ou si les deux lignes sont à peu près égales, alors ça signifie que le test est positif.
Et donc, la quantité de pesticides présente dans l'eau la rend non potable. Ici, vous voyez, le test est négatif, mais on est limite, parce que la bande de droite est quand même assez marquée. Alors, il faut savoir que l'atrazine, comme le simazine d'ailleurs, sont interdits en France depuis 2003. C'est interdit, c'est illégal. Et donc, ça fait 15 ans que c'est interdit. Et donc, 15 ans après leur interdiction, on continue de retrouver ces merdes dans notre eau. Les pesticides sont donc des poisons à long terme qui continuent à tuer des dizaines d'années après qu'on les ait utilisés. Même 15 ans, 20 ans plus tard, il faudra que vous continuiez à faire des tests de pesticides. Même si ça fait 15 ans ou 20 ans qu'il n'y a plus personne qui utilise des pesticides. C'est une question de santé pour vous, votre groupe, votre clan, votre famille, qui se pose sur le long terme. Pour finir les tests que je vais faire sur ce prélèvement, on va s'intéresser aux métaux et on va commencer par celui qui est potentiellement le plus problématique, à savoir le plomb. Alors le plomb est particulièrement toxique pour l'homme, néanmoins on recense quasiment plus de cas de saturnisme en France depuis les années 1980. À cette époque on a compté une centaine de cas, parfois concentrés sur des localisations délimitées. On avait notamment à l'époque beaucoup de cas de saturnisme dans les Vosges. Mais bon, le plomb pose toujours de nombreux problèmes de santé, y compris aujourd'hui on est en quelle année là, 2018. Les chercheurs ont par exemple montré qu'il pouvait être déclencheur de lourds handicaps mentaux sur le fœtus lorsqu'une femme enceinte est exposée au plomb. Il est également un facteur d'hypertension, il peut provoquer des cas de stérilité et il est aussi impliqué dans certains cancers. Les sources de contamination au plomb sont extrêmement nombreuses. La plus répandue, c'est celle due à l'usage du plomb dans les canalisations anciennes encore en usage, et il en reste encore beaucoup en France malheureusement. Alors après, la quantité de plomb qui va se retrouver dans l'eau va dépendre d'autres paramètres qui doivent également être surveillés. La dureté de l'eau, par exemple, influe sur la quantité de plomb qu'on va trouver dedans. Son pH aussi, bien sûr, puisque comme on l'a vu, il va directement influer sur la corrosion des canalisations et donc sur la quantité de métaux dissous dans l'eau. Une autre source de plomb, ce sont les peintures anciennes. La quasi-totalité des peintures dans les bâtiments de ma ferme sont des peintures au plomb. Par exemple, les volets de ma maison étaient recouverts de peinture au plomb. Certains encadrements étaient peints à la peinture au plomb également. Et puis comme vous le savez, mon niveau technologique pour la vie quotidienne est très proche de celui du 19e siècle, donc j'utilise beaucoup d'objets de cette époque. Et donc beaucoup de ces objets, lorsqu'ils sont recouverts d'une peinture, eh bien souvent ça va être une peinture au plomb. Par exemple, vous voyez, c'est la fontaine à eau de ma cuisine là, donc le truc destiné à être utilisé pour me laver les mains quand je prépare la bouffe, voire pour rincer des légumes, et donc être directement en contact avec un contaminant potentiel. Eh bien, il se trouve qu'après recherche de la présence de plomb sur ce système, les résultats des tests ont montré que la peinture de la cuve destinée à recueillir l'eau était en plomb. Donc là, c'est le pire des cas de figure possible parce que ça veut dire que l'eau est littéralement conservée dans une cuve aux parois de plomb. Il y a un autre cas de contamination qu'il faut prendre en compte à la campagne, ce sont les plombs de chasse. Les chasseurs sont tenus par la loi d'utiliser des billes en tungstène ou en acier lorsque leurs projectiles sont susceptibles d'atterrir dans des zones humides. C'est pour ne pas que ça fasse des dépôts de plomb à des endroits où le plomb risquerait de contaminer l'eau. Malheureusement, il y a certaines sources ou certains ruisseaux qui peuvent être contaminés localement par des plombs de chasse, c'est-à-dire sur un lieu très précis, à un lieu de prélèvement précis, et qui peut justement être le lieu où vous aurez la malchance d'aller faire vos prélèvements à vous pour vous approvisionner en eau potable. Les billes de plomb restent dans l'eau, en fait, et la contaminent sur le long terme à l'endroit précis où les billes se trouvent. Et des endroits comme ça, il y en a des tonnes dans la nature, en fait. L'arrêté du 11 janvier 2007 définit la quantité de plomb comme un paramètre de potabilité. Il en fixe la quantité maximale à 10 microgrammes par litre, tout en admettant, dans certaines circonstances, une marge pouvant aller jusqu'à 25 microgrammes. Le test que vous me voyez en train de pratiquer à l'écran utilise une bandelette réactive qui détecte le plomb. On effectue le prélèvement avec une pipette avec laquelle on remplit le fond du flacon, puis on met la bandelette dans le flacon en dirigeant vers le bas la petite flèche qui se trouve à l'extrémité de la bandelette. En fait, c'est le même type de test que ce qu'on a fait tout à l'heure pour les pesticides. On patiente 10 minutes, puis on sort la bandelette du flacon et on lit le résultat. Si seule la ligne de gauche apparaît ou bien si la ligne de gauche est plus foncée que la ligne de droite, alors le test est négatif et la quantité de plomb présente dans l'eau reste acceptable. En revanche, si la ligne de droite est plus foncée que la ligne de gauche ou si les lignes sont à peu près égales, alors ça signifie que le test est positif et que la quantité de plomb présente dans l'eau la rend non potable. Ici, le test est négatif. J'utilise aussi d'autres bandelettes qui fonctionnent à peu près selon le même principe et vous voyez, on obtient le même résultat. Cette eau ne contient pas de plomb. Alors ça, c'était pour tester la présence de plomb dans l'eau, mais pour détecter du plomb sous forme solide, j'utilise des petits bâtonnets comme ceux que vous voyez à l'image.
C'est grâce à ces bâtonnets que j'ai détecté que la peinture de la cuve de mon lave-mains était en plomb. Le cuivre que l'on peut trouver dans l'eau provient généralement des canalisations en cuivre que l'on utilise. En fait, c'est ce qui a remplacé le plomb, et donc c'est un vrai beau progrès, parce que les canalisations en plomb, c'était vraiment de la merde, mais donc on va retrouver le même problème avec le cuivre, c'est qu'on va pouvoir retrouver du cuivre provenant des canalisations dans l'eau que l'on consomme. Alors c'est comme pour le plomb, la présence de cuivre va dépendre de la corrosion et donc du pH et de la dureté, et donc il est nécessaire de mesurer le pH et la dureté. Pour l'être humain, le cuivre est à la fois un nutriment essentiel et un contaminant. Dit autrement, le cuivre, il faut en absorber, c'est nécessaire, mais pas trop, parce que trop c'est dangereux. L'arrêté du 11 janvier 2007 définit la quantité de cuivre comme un paramètre de potabilité. Il fixe à 2,0 mg par litre la limite de qualité de l'eau potable, ce qui correspond par ailleurs à la valeur fixée par l'OMS, donc on va dire que tout le monde est d'accord là-dessus. Je teste la présence de cuivre en utilisant des bandelettes réactives. Celles que vous voyez à l'écran sont très simples d'utilisation. On trempe la bandelette dans l'eau que l'on veut tester pendant 30 secondes, puis on patiente 2 minutes, et enfin on lit le résultat en comparant la couleur sur un tableau référentiel. Là vous voyez, le résultat est clair, il n'y a pas de cuivre dans cette eau, ce qui est normal parce qu'elle ne passe par aucune canalisation en cuivre. J'utilise aussi d'autres bandelettes qui fonctionnent à peu près selon le même principe, et vous voyez, on obtient le même résultat, cette eau ne contient pas de cuivre. Le fer, c'est un truc que l'on peut trouver dans l'eau pour des raisons naturelles. L'eau ferrugineuse est une eau qui est particulièrement riche en fer. C'est l'eau que je buvais lorsque je vivais à Paris, pour ceux qui s'en souviennent. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur l'autonomie en eau potable. Une eau ferrugineuse n'est donc pas forcément mauvaise pour la santé, mais c'est comme pour tout le reste en fait, hein. Il ne faut pas se limiter à une seule chose, et si vous consommez uniquement de l'eau ferrugineuse, alors là ça devient mauvais pour la santé. En fait, il faut diversifier ses sources d'approvisionnement en eau. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Le fer est le métal le plus présent sur Terre et on peut en trouver naturellement dans l'eau. Mais il peut aussi avoir pour origine la corrosion d'une canalisation ou d'un raccord à une canalisation qui serait en fer et dont on retrouverait des traces dans l'eau de boisson. Comme le cuivre, le fer est un aliment dont l'humain se nourrit, donc en absorber un peu, ce n'est pas mauvais. Tout est affaire de mesure et d'équilibre. Les quantités de fer dont votre corps a besoin vont dépendre de votre âge, de votre sexe et des capacités de votre corps. La quantité de fer présente dans l'eau est elle aussi considérée comme un critère de potabilité par l'arrêté du 11 janvier 2007. Je teste la présence de fer en utilisant des bandelettes réactives. Celles que vous voyez à l'écran sont très simples d'utilisation. On trempe la bandelette dans l'eau que l'on veut tester pendant 30 secondes, puis on patiente 2 minutes, et enfin on lit le résultat en comparant la couleur sur un tableau référentiel. Là vous voyez, le résultat est clair, il n'y a pas de fer dans cette eau. J'utilise aussi d'autres bandelettes qui fonctionnent à peu près selon le même principe, et vous voyez, on obtient le même résultat, cette eau ne contient pas de fer. Il ne s'agit donc pas d'une eau ferrugineuse. Il y a toutes sortes d'autres tests que je peux être amené à effectuer en fonction du contexte. Là, par exemple, ce que vous voyez à l'image, c'est un test de détection des métaux lourds. Mais bon, là déjà avec la série de tests que je viens de vous montrer, on a déjà vraiment une bonne base et la vidéo commence à être un peu longue. Voilà, mais il y avait beaucoup de choses à dire en fait, parce que le moindre paramètre de travers, ça peut déboucher sur un problème de santé vachement grave en fait. Alors si on fait un bilan des résultats d'analyse obtenus sur ce prélèvement d'eau, on a absence de bactéries, pH de 7,3, absence de chlore, présence de pesticides mais à des taux non contaminants, absence de plomb, absence de cuivre et absence de fer. On a donc une eau que l'on peut considérer comme potable, sous réserve bien évidemment que les autres critères de potabilité soient également respectés. Cette eau est donc une eau que l'on peut boire. Alors je vous ai montré un test qui est adapté à la situation de la source dont j'ai analysé la composition dans cette vidéo. Il est aussi adapté à la plupart des contextes en fait, mais il y a néanmoins beaucoup d'autres critères à analyser sur les eaux en fonction du contexte environnemental et de ce qui se passe à des moments précis de l'année, comme on l'a vu dans la vidéo. Comme par exemple les inondations ou les épandages de pesticides dans les champs. Je ne vais pas vous montrer davantage de paramètres à analyser parce que cette vidéo est déjà vachement longue et qu'elle a demandé beaucoup de travail. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai commencé le montage en février de cette année, donc ça commence à faire un bout de temps que je suis là-dessus, et il me semble que ça vous donne déjà une vision très large sur la manière dont il faut procéder. En fait, cette vidéo n'est pas un poisson, c'est une méthode pour vous apprendre à pêcher. Bon voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qui effectivement a demandé un peu de travail.
J'ai essayé de trouver un compromis pour ne pas vous expliquer des choses trop longues ou trop compliquées, tout en disant malgré tout l'essentiel. Mais c'est vrai que c'est un vaste sujet et je ferai peut-être une vidéo pour compléter celle-là si je vois que c'est nécessaire. De toute façon, il y aura encore beaucoup à dire, donc si vous avez des questions ou des points que vous souhaitez que j'aborde dans la prochaine vidéo, alors posez vos questions en commentaire. Je ne vais pas répondre directement en commentaire sous la vidéo, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une liste de toutes vos questions. Et si je vois qu'il y a matière, qu'il y a assez de questions, ou des questions suffisamment intéressantes, je vais faire une vidéo spécifiquement où je prendrai les questions une par une et où j'y répondrai en fait dans la vidéo.